Salut, Buddy. Salut, comment tu t'appelles? Ah, il ne connaît pas Xenius, hein. Je m'appelle Dorte. Salut, Dorte. Presque. Comment vas-tu? Je vais bien, je suis en pleine forme. Tu nous suis, Buddy? Par ici. Ici, très bien. Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bonjour, soyez les bienvenus aujourd'hui à Paris. On vous présente Buddy, le robot pour des conversations de haut niveau qui pourrait peut-être devenir le prochain meilleur ami de l'homme. Notre sujet du jour, ce sont des robots de compagnie. Oui, c'est-à-dire ces machines qui ne sont pas fabriquées ou programmées pour travailler dans l'industrie, mais pour tenir compagnie aux êtres humains. Alors, ils sont à la fois des assistants et une présence. Et on va aller à la rencontre de ces petits compagnons faits de plastique, de boulons et de circuits électriques aujourd'hui. Et on se pose la question de quoi les robots sociaux sont-ils capables et où sont encore des limites. Le Japon, un pionnier en cette matière, là-bas, c'est normal. Il y a des robots et des aides techniques qui font partie de la vie quotidienne, surtout pour les personnes âgées. La préfecture d'Aomori, dans le nord du Japon, bien loin de Tokyo, l'hyperactive. Ici comme ailleurs, le pays est confronté aux mêmes problèmes. Vieillissement de la population, exode rural, manque de main-d'œuvre. Dans ces conditions, qui va s'occuper des personnes âgées les plus fragiles, comme Minoru Kuji? 4 ans plus tôt, une attaque cérébrale l'a laissé paralysé du côté droit, avec des problèmes de vision et d'élocution. Au début, il ne pouvait même plus aller seul aux toilettes. Mais à 67 ans, il a bien l'intention de refaire des balades en montagne et se rend donc 2 fois par semaine au centre Hohoemi de rééducation et d'accueil des personnes âgées. Il s'y entraîne avec le Walking Assist, un exosquelette qui envoie des impulsions aux muscles pour faciliter la marche, commandée par une simple tablette. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi d'assister au progrès de M. Kuji. Ce centre est l'un des pionniers en la matière et je veux aider à découvrir tout ce qu'on peut accomplir avec ces dispositifs. Soucieux de ses citoyens vieillissants, le Japon mise sur la robotique et ses innovations pour répondre aux différents besoins, robots de soins, d'assistance ou de communication. La robotique comprend aussi des dispositifs plus simples, articulés et informatisés. Une technologie qui ouvre de nouvelles voies, comme par exemple avec le surprenant Robear, un prototype imaginé pour transporter des personnes invalides. De fait, hôpitaux et maisons de retraite sont considérés comme un marché ultra porteur pour ces assistants robotisés. Dans le secteur des soins infirmiers, il est essentiel que les robots puissent se déplacer en toute autonomie et avoir un contact physique avec le patient. Mais nous n'y sommes pas encore. De telles machines sont encore en phase de test ou de développement. Le centre de rééducation où se rend Minoru Kuji est le plus novateur du pays, avec son arsenal thérapeutique dernier cri. Prothèses hybrides, appareils aidant à marcher ou se relever, robots peluches en forme de bébé phoque ou encore gants robotisés. J'ai encore des difficultés, par exemple pour préparer ma nourriture. Je pourrais peler la pomme de la main gauche, mais j'ai du mal à la tenir dans la main droite. Mon objectif est d'y arriver. Un gros investissement a été nécessaire pour acquérir ces robots. Les patients et les kinésithérapeutes, d'abord sceptiques, ont rapidement changé d'avis. Les soignants apprécient de voir leur charge de travail allégée et les patients constatent les résultats. 1 sur 5 a amélioré son degré d'autonomie. Michio Suwanai, le directeur, donne des conférences dans tout le pays. À vrai dire, nous avons un avantage financier à ce que nos patients restent longtemps. Mais s'ils étaient mécontents, nous aurions déjà mis la clé sous la porte. Alors que personne ne croyait à ces robots, nous sommes parvenus à créer un environnement favorable et motivant. Les systèmes d'intelligence artificielle développés à Tokyo sont bien plus évolués que de simples robots mécaniques et doivent bénéficier au personnel soignant comme aux personnes âgées. Leur mission, divertir les pensionnaires des maisons de retraite ou surveiller les lieux la nuit quand tout le monde dort.
Pour ma part, je souhaiterais encore plus de robots. Le nombre de patients augmente, tandis que celui des soignants baisse. Le contact et la chaleur humaine sont essentiels, mais pouvoir s'appuyer sur plus de machines serait une bonne chose. Une maison de retraite de Yokohama, associée à l'université de Shibaura et à la société Vector, nous laisse deviner ce que pourrait être l'avenir. Des robots qui accompagnent chacun de nos pas et reconnaissent les situations d'urgence. Des machines attrayantes conçues pour discuter, informer et distraire. Toujours plus d'ordinateurs, de capteurs, de systèmes automatisés veillant sur les pensionnaires. Le problème, c'est que les personnes âgées peuvent s'effrayer si le robot bouge brusquement. Je l'ai donc programmé de sorte à ce qu'il se déplace lentement. Un robot en guise d'ami et de soutien. En cas de vertige ou de chute malencontreuse en pleine nuit, son œil artificiel voit tout et il alerte les secours. Nous sommes encore loin de la science-fiction hollywoodienne, mais la robotique de service est un marché d'avenir qui pèse des milliards. Que cela nous plaise ou non, il faudra nous habituer à vivre aux côtés de robots. Pour l'infatigable Minoru Kuji, l'exosquelette est un atout considérable dans sa rééducation, justement parce qu'il est venu compléter le travail des thérapeutes. C'est moi qui contrôle le robot et lui qui fait ensuite travailler le patient. Au début, je croyais que seul un humain pouvait aider les patients, mais les robots rendent mon travail encore plus efficace. C'est une belle découverte. Les vidéos des débuts de la rééducation de Minoru Kuji témoignent des progrès rendus possibles par ses assistants robotisés. Il est à nouveau largement autonome, au point qu'il lui arrive de rentrer chez lui à pied. 20 minutes de marche, seul, sans aucune aide. Un grand espoir pour les patients. Ici en Europe, on est encore bien loin de voir des robots parcourir les rues, mais la recherche et le développement en la matière sont déjà en plein boom, particulièrement en France. Alors je vais faire une petite promenade parisienne pour aller à la rencontre d'un robot qui a une apparence très humaine, un robot humanoïde, et pendant ce temps-là, Dortal va rester avec son petit assistant pour continuer à le tester. Et moi, je suis ici avec le créateur de Buddy, Rodolphe Hasselmann, qui est aussi le gérant de la société. Alors, selon vous, Buddy devrait devenir un véritable membre de la famille. De quoi est-il déjà capable? Donc pour l'instant, c'est encore notre prototype avancé. On travaille sur le produit final. Et voilà, il est déjà capable de comprendre ce qu'on lui dit, certains mots, de réagir. Et puis, il peut déjà détecter les gens, les suivre, les reconnaître un peu. Et on peut commencer à interagir avec lui. Et demain, il nous apportera beaucoup plus de choses dans la maison, parce qu'il pourra garder la maison, il pourra s'occuper d'une personne âgée en perte d'autonomie, éduquer les enfants, etc. Là, Buddy va lui demander de lui montrer le médicament. Et quand il va le reconnaître, il va lui dire ce que c'est. C'est du paracétamol. Voulez-vous avoir plus d'informations sur le médicament? Tu peux dire oui. Voilà. Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée ou des états de fébrile. Salut, Buddy. Alors, on danse? Ah oui, avec Buddy, on s'amuse bien. Il est charmant, hein? Ça ne m'étonnerait pas si quelqu'un s'attachait à cette machine, surtout au Japon. Mihoko Aida, 85 ans, n'aime pas être seule. Veuve, elle vit pourtant encore chez elle, avec à ses côtés depuis déjà 15 ans son petit chien robot de compagnie, le modèle Aibo. Elle n'imagine pas vivre sans lui. Les gens en maison de retraite qui ne peuvent plus sortir ont aussi des robots. Moi, j'ai encore envie de m'occuper de quelqu'un. Et c'est de mon petit Bobby. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Bobby, le même nom que ses précédents compagnons à quatre pattes. Mais le chien robotisé, fonctionnant sur batterie, est bien mal en point. Manque d'énergie, une patte défectueuse et une oreille en moins. Le pire est que le fabricant a cessé le service après-vente. Par chance, la vieille dame a entendu parler à la télévision d'une petite société de réparation. C'est son dernier espoir.
Kasama, dans la préfecture d'Ibaraki. 2 ingénieurs à la retraite ont créé un petit atelier où ils soignent les chiens robots. L'attachement des Japonais aux robots découle de la croyance religieuse et spirituelle selon laquelle même les objets inanimés ont une âme. Certains les considèrent comme de vrais membres de la famille. Sa petite taille compacte est très agréable. On peut l'emmener partout, en excursion ou en visite. Voilà pourquoi beaucoup de personnes âgées ont un Aibo et l'aiment beaucoup. C'est en 1999 qu'a commencé la folie Aibo. Un robot cesse alors d'être un simple outil. Il a désormais une personnalité et peut exprimer des émotions. L'engouement du Japon pour la robotique n'est pas récent. En 1963, c'est un dessin animé qui s'en fait l'écho. Il commence avec la mort d'un petit garçon. Son père se fabrique alors un nouveau garçon plus évolué, Astro Boy. Les objets ne sont pas inanimés au Japon, ils ont une âme. Les robots et l'intelligence artificielle y sont donc populaires et fascinent, surtout depuis Astro Boy. L'affection envers ces objets va si loin que des cérémonies bouddhistes sont organisées pour que les propriétaires endeuillés puissent dire adieu à leurs compagnons robotisés hors service. Au cours de la cérémonie, je parle d'une nouvelle vie. Lorsqu'un Aibo ne fonctionne plus et qu'il est irréparable, on récupère les pièces de rechange. Mais il y a encore un reste de vie en lui, et je dois donc d'abord libérer son âme. Les dons d'organes de ces cérémonies permettent à d'autres spécimens d'échapper au cimetière des robots. C'est le cas de Bobby, enfin de retour chez lui. Mihoko Aida est impatiente de voir si son toutou préféré fonctionne à nouveau. Oui, le revoilà aussi vif qu'un jeune chiot. Une vieille dame intelligente, attachée à une machine. Mais son chien a beau être artificiel, c'est apparemment une joie bien réelle que ressent sa propriétaire. Et Buddy, ça te gêne si quelqu'un tombe amoureux de toi? Timide, hein? C'est comme il est un petit mignon chien. C'est ça, parce que Buddy génère de l'empathie en fait. On l'a vraiment designé pour être petit, mignon, qui est la clé pour nous, pour que les gens acceptent de partager leur vie avec un robot, contrairement à des robots plus humanoïdes qui sont un petit peu plus effrayants, en tout cas de ce qu'on a pu voir, qui seront peut-être le futur, mais aujourd'hui, les gens sont plus prêts à avoir des petits robots mignons comme ça. Ah, d'accord. Mais de temps en temps, j'ai l'impression qu'il est un peu comme une tablette roulante. Donc, il va pouvoir se balader tout seul dans la maison, détecter s'il n'y a pas un cambrioleur. Et il fait wouf wouf. Il peut faire wouf wouf, il peut faire de la lumière, et puis c'est surtout qu'il va vous envoyer un message sur votre smartphone. Donc, si vous êtes au bureau, et vous allez pouvoir voir qu'il y a un problème. Et à distance, vous pouvez prendre le contrôle du robot et voir ce qui se passe chez vous. Et faire déplacer, et limite parler à travers votre smartphone pour dire au cambrioleur que vous le voyez. Ah, cool. Allez, regardons vers le futur. Pierre est en train de rendre visite à un robot très différent, un robot humanoïde. Oui, et de mon côté, j'ai retrouvé un autre robot, InMove. Et son papa, son concepteur, Gaël Langevin, bonjour. Bonjour. Alors InMove, c'est un peu plus qu'un robot de compagnie, hein, c'est ça? Alors InMove, c'est un robot éducatif qui vous permet d'apprendre à construire un robot. Tout le monde peut participer. Alors c'est un projet communautaire. C'est un projet que j'ai démarré en 2011 avec la première prothèse imprimée en 3D open source. Et puis j'ai partagé tous mes fichiers sur Internet. Et aujourd'hui, il y a une communauté mondiale qui peut travailler sur la programmation du robot et le développer. Alors InMove, je vois qu'il est vraiment très humanoïde, hein, il ressemble vraiment à un être humain. Quelles sont ses fonctions en fait? Avant de lui dire bonjour, il faut le démarrer. D'accord, alors on va le démarrer. OK. Starting eyes tracking. Starting head tracking. Starting left hand. Starting left arm. Voilà. Il a tout démarré. Il a tout démarré.
C'est comme un ordinateur qui vérifie que souris, clavier, tout est bien connecté. Exactement, c'est-à-dire qu'il a besoin de vérifier chaque composant de son service pour être sûr que tout fonctionne, comme un ordinateur. Donc on peut lui dire bonjour maintenant? Alors on peut lui dire bonjour, il faut utiliser le casque. Alors... Hello. Hello, my name is Move. Hello, my name is Pierre. It is a pleasure to meet you. Oh, it is a pleasure to meet you too, Move. Pierre, how about doing some sport? What am I supposed to do? I will demonstrate and you follow my movements. It will be a pleasure. Oh. Première séance de yoga avec un robot. Alors, Move est assez délicat, hein, mais on a remarqué dans cette petite séance la problématique essentielle en matière de robots de compagnie, c'est que quand machine et humain se rencontrent, il faut que les capteurs soient ultra perfectionnés, parce que les mouvements d'un robot, ça peut parfois provoquer des accidents. Ce robot pourrait un jour lustrer en douceur votre voiture, car il a le sens du toucher. Jusqu'à présent, de tels automates n'étaient pas dotés d'une grande sensibilité. Ils effectuaient sans faillir les mouvements préprogrammés au centimètre près. Une obstination pouvant représenter un danger pour les humains se trouvant sur le passage. Ce danger sera bientôt écarté grâce à Sami Haddadine. Il est parvenu à intégrer des capteurs à la surface et dans les articulations des robots, afin que l'homme ait toujours le dessus. C'est une nouvelle forme de robotique, fondamentalement différente des robots industriels utilisés dans les grandes usines du monde entier. Il s'agit de robots sensibles. Leurs capteurs leur permettent de sentir et d'interagir. On peut les guider avec la main, leur indiquer un mouvement, et ils sont très légers. Les robots sensibles. Une innovation issue des années de doctorat que Sami Haddadine a passé à étudier la technologie des capteurs et à mener des essais, qui lui ont valu quelques bleus. Mais son travail a payé. Les capteurs ultrasensibles stoppent le robot en quelques millisecondes ou lui font éviter la personne. Devenu professeur à Hanovre, c'est avec son équipe de doctorants qu'il s'efforce maintenant de rendre les robots plus sûrs et plus adaptés à notre quotidien. Sami Haddadine était destiné à faire médecine, comme ses parents, mais il s'est tourné vers la robotique. Le projet qui lui tient le plus à cœur, des prothèses dirigées par de simples impulsions nerveuses. Pour cette expérience, une patiente hémiplégique dirige un bras robotisé par la seule force de sa pensée. En réalité, avec les impulsions électriques de son cerveau. Elle n'a plus besoin de l'aide d'un soignant pour simplement se désaltérer. L'atout de ce bras robotisé, grâce à ses capteurs sensibles, il n'est d'aucun danger pour la patiente. Reste à s'assurer qu'il est un prix abordable. La question du prix est décisive, puisque notre but avec ces prothèses est de les rendre disponibles partout, surtout dans des pays qui en ont un grand besoin, comme les zones de guerre ou les pays en voie de développement. Tout scientifique devrait avoir ce genre d'objectif s'il le peut. Les robots tactiles qu'il a imaginés pourraient bientôt se faire une place dans n'importe quel foyer. Ce petit spécimen sait déjà s'orienter seul et éviter les obstacles. Et ce n'est que le début. Nous voulons inventer des robots de service capables de se déplacer en toute autonomie dans la maison, d'aller chercher et rapporter des objets, et dotés de compétences simples pour préparer à manger. La robotique ne vise pas à remplacer le contact humain, mais à redonner aux gens une certaine indépendance. Nous pourrions les aider à rester autonomes plus longtemps dans leur propre maison.
Des robots sensibles dont notre population vieillissante pourrait avoir grand besoin. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est un petit bonhomme en métal qui nous apportera les croissants au lit. Ouais, bon, me faire apporter mon petit déjeuner par InMove, par exemple, j'aurais rien contre, mais la philosophie, Gaël Langevin, qui est derrière le projet InMove, est vraiment complètement différente. Alors, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de robotique, qu'on en voit dans les films. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore le robot intelligent aujourd'hui? En fait, c'est assez complexe. On est capable de faire des robots qui ont chacun leur fonctionnalité. On a des robots qui marchent, on a des robots qui parlent, on a des robots qui passent l'aspirateur, on a des robots qui peuvent détecter du gaz, par exemple. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire une symbiose de tout ça, de tout mettre dans une seule plateforme, une seule structure qui va pouvoir générer le comportement des humains. On a vu dans les films, on a vu toutes sortes de robots qui savaient faire plein de choses. On est encore loin de ça. En fait, ce qui nous manque, c'est des algorithmes et surtout un logiciel, des logiciels qui vont nous permettre de faire une symbiose de tous ces éléments-là qui seront ensuite inclus dans une plateforme. I think I am already a good robot. Don't you think, Pierre? Why do you think that? Don't forget to do the presentation for the next film. Merci beaucoup, ouais. Les robots qui communiquent avec nous sont pas tous aussi sympas qu'InMove. Parfois, il arrive qu'on les rencontre sans même s'en rendre compte. Sur Internet, par exemple. Parce que les humains n'ont plus le monopole des tweets, des posts, des commentaires. C'est des logiciels spécialement programmés qui font le travail, et pas toujours pour le meilleur. Les robots ont d'ores et déjà commencé à prendre notre place. Sur les réseaux sociaux, des social bots se mêlent depuis longtemps aux vrais internautes. Des robots, ou plutôt des logiciels informatiques qui inondent Facebook, Twitter et les forums en ligne de commentaires ciblés. Un moyen d'influencer l'opinion publique. Simon Egelich s'intéresse au rôle joué par ces robots actifs sur les réseaux sociaux. Pour ses recherches, il a analysé des milliers de discussions sur Twitter. Sa conclusion laisse entrevoir l'ampleur du phénomène. Nous avons détecté ces robots en analysant les données de Twitter relatives au hashtag Ukraine. Nous nous sommes rendus compte que de très nombreux messages avaient le même contenu, alors qu'ils provenaient d'utilisateurs différents et n'étaient pas des retweets. C'était un schéma inhabituel. Nous avons alors exploré tout ce réseau pour voir qui suivait le compte de ces robots et qui eux-mêmes suivaient. Et nous en avons trouvé un très grand nombre. Rien que pour l'Ukraine, sur Twitter, nous avons repéré 15 000 social bots qui envoient 60 000 tweets en moyenne par jour. Ces profils semblent pourtant bien réels à première vue. Nelly Keryakova, Yevgeny Listochkin ou Vassilina Mironova. Ils sont bien connectés, suivent d'autres comptes, souvent ceux de robots comme eux, et ont leurs propres followers. Seule différence, leur code source révèle qu'il s'agit de logiciels. Les 3 profils cités sont actifs dans les discussions avec le hashtag Ukraine et postent ce genre de tweet. Monsieur Yatsenyuk a déclaré que l'Ukraine était en guerre avec la Russie. Un nouveau convoi russe est entré en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères exige la restitution de la Crimée à l'Ukraine. Des messages à caractère politique anti-russe. Mais qui a programmé ces robots pour les poster? Simon Egelich y voit une manœuvre politique, mais dont l'origine est difficile à tracer. Dans le cas de Twitter, par exemple, nous pouvons savoir depuis quel serveur le message a été posté. S'il s'agit des serveurs habituels du réseau, nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et sur le sujet de l'Ukraine, nous avons déterminé que la plupart des robots envoyaient leurs messages depuis le Royaume-Uni. Nous avons même précisément identifié le serveur, sans pouvoir pour autant en déduire ce que cela signifie. L'objectif évident de ces messages, influencer l'opinion des internautes et lancer des tendances. Le plus dangereux, à mon sens, c'est qu'il est très facile d'influencer les mouvements d'opinion. Il suffit d'avoir 10 000 robots utilisant un certain hashtag pour qu'ils deviennent alors un sujet tendance sur Twitter. Or, de nombreux acteurs suivent ces tendances à la loupe
qu'il s'agisse de médias, de scientifiques, de politiques ou de grandes entreprises. Et ils prennent des décisions en fonction de ces mouvements d'opinion. Les robots sont une arme puissante et de taille inconnue dans les guerres d'opinion sur Internet. Leur existence rend plus nécessaire encore l'habituelle précaution. Ce qu'on lit sur Internet est à prendre avec des pincettes. Bonjour tous les trois. Bonjour. Waouh, il est chic. Ok, d'accord. Alors, ça c'est Move, hein? Exact. Impressionnant, hein? Oui. De toute façon, c'est l'humain qui détermine si le robot est bon ou mauvais à travers le programme qu'il écrit pour lui. Et puis on a vu des choses vraiment impressionnantes aujourd'hui. Hein. Ouais. La science-fiction pourrait devenir réalité beaucoup plus vite que ce qu'on croit. À la prochaine. Salut. Au revoir et restez curieux.